Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire Nation, l'émission qui interroge ce qui nous relie et ce qui parfois aussi nous divise. Aujourd'hui, nous allons parler de mémoire, de société et de ce que les attentats du 13 novembre 2015 continuent de produire en nous. Comment garder trace? Comment comprendre l'impact de tels événements à l'échelle d'un pays tout entier? Et aussi, comment articuler la mémoire individuelle à la mémoire collective? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'un des grands historiens français de la mémoire. Bonjour Denis Péchanski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Denis Péchanski, je l'ai dit, vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et depuis plusieurs années co-directeur avec le professeur Francis Eustache du programme de recherche transdisciplinaire 13 novembre. Vous publiez chez Flammarion un livre à 5 voix, « Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015 ». Alors, Denis Péchanski, avec le programme 13 novembre que vous co-dirigez, vous avez voulu documenter la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 dans toute sa complexité. Alors, quel était, au final, l'objectif de cette enquête qui est quand même inédite en France ? Oui, c'est inédit. L'idée est non pas de travailler sur l'événement, même si évidemment on a documenté l'événement lui-même par notre propre méthode de travail, mais justement de rechercher le travail de la mémoire, et non pas simplement l'événement lui-même. Quelle est la mémoire de l'événement? On sait l'importance de la mémoire dans les sociétés. Et la mémoire collective, celle d'une société dans sa globalité, et les mémoires individuelles, qui sont les mémoires de chacun des concitoyens. Alors justement, pourquoi avoir croisé des regards d'historiens, de neuropsychologues, mais aussi de sociologues, je crois, et d'informaticiens? Qu'est-ce que cette pluridisciplinarité permet d'observer, justement? En fait, cette pluridisciplinarité, elle a une origine antérieure à ce programme même, dans un autre programme que j'avais lancé à la fin des années 2000, et j'étais parti d'un postulat, qu'il était impossible de comprendre pleinement ce sur quoi nous, historiens, sociologues, travaillons, c'est-à-dire la mémoire collective, si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Et qu'inversement, on ne pouvait pas comprendre pleinement ce qui se passait dans le cerveau d'un individu si on ne prenait pas en compte l'impact du social. C'est le postulat de départ, et ça impliquait évidemment de travailler avec des spécialistes de sciences humaines et sociales, mais aussi des neurosciences, des cognitivistes, enfin toute la palette des disciplines. C'était le point de départ, et là arrive le 13 novembre, et notre réaction, c'est de dire on va réagir avec nos armes, c'est-à-dire les armes de la recherche, de la connaissance. On peut pas laisser faire. Et donc, notre expertise, puisque j'étais déjà en lien avec le neuropsychologue Francis Eustache, c'était on va construire un programme autour de la mémoire du 13 novembre, puisque c'est notre singularité, et ça sera un programme transdisciplinaire. Très bien. Alors, vous avez reconnu plus de 1000 témoignages, je crois 1200, enfin vous nous direz, filmés, réinterrogés sur 10 ans, je crois. Qu'est-ce qui, selon vous, avec votre regard d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a finalement changé dans les récits entre 2016, 2018 et 2021, je crois? Alors, déjà, le pari initial qui était honnêtement un peu fou, c'était de se dire, comme j'ai dit à ma femme un matin au petit déjeuner, « Aïe, j'ai trouvé. On va interroger 1000 personnes 4 fois en 10 ans. » Bon. Comme elle accompagne mes programmes, elle est secrétaire générale du programme, oui. Comme elle le raconte, elle dit « J'ai hésité au début, j'ai compris qu'il était sérieux. » Et effectivement, honnêtement, c'était un pari un peu fou, d'autant plus qu'on travaillait sur des volontaires, potentiellement. On n'avait pas des listes avec des gens qui se sentaient obligés d'eux. Il fallait qu'on arrive à réunir les 1000 personnes, et du plus proche au plus lointain. Donc on a essayé de faire ça avec les personnes qui étaient directement exposées, les gens du quartier, le reste de la région parisienne, et puis 3 villes de province. Et à partir de là,
on se disait, si on veut vraiment avancer par rapport à, par exemple, ce qui s'était fait après l'attentat du 11 septembre en 2001 à New York, il fallait qu'on travaille au maximum en retrouvant les mêmes personnes et surtout avec des moyens audiovisuels, ce qui nous donne tout de même, là on est à 3 phases, 16, 18, 21, mais la prochaine c'est 26. Et là, on aura les 4 fois en 10 ans, effectivement, de 2016 à 2026, avec des moyens audiovisuels. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à peu près 2700 entretiens, et on est à 4500 heures. Donc c'est à la fois une richesse, évidemment, pour les chercheurs, puisque c'est une démarche scientifique, travailler sur ce discours, sur ce langage, sur ces témoignages, et en même temps, c'est la construction d'une forme de patrimoine de la mémoire du 13 novembre. Un véritable patrimoine, on le comprend bien. Alors justement, ce programme explore aussi les mécanismes de la mémoire traumatique. Je crois que c'est aussi cet élément qui est aussi fondateur, même s'il n'est pas uniquement basé là-dessus. Mais comment un attentat de masse affecte-t-il la mémoire d'un individu, je dirais même, et d'une société? Alors d'un individu, c'est ça qui est évidemment passait par cette association avec Francis Eustache, un neuropsychologue. Lui, moi j'avais mon idée des 1000, lui, quand je l'ai appelé, il m'a dit « Attends, mais justement, je veux qu'on travaille sur le trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire ces chocs traumatiques qui sont quasi automatiques après, évidemment, un événement de ce type-là, mais quand il s'incruste plus d'un mois dans la tête des personnes, on parle de troubles de stress post-traumatique. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par les reviviscences d'images intrusives, des images qui vous viennent et qui vous viennent sans aucun contrôle, sans aucune possibilité de les évacuer, de les empêcher de rentrer dans votre cerveau en quelque sorte. Ce sont des images complètement décontextualisées, des images traumatiques. C'est une flaque de sang, c'est le canon, c'est un son, c'est le canon de la Kalachnikov, et effectivement, sont les odeurs. Et en même temps, autre caractéristique du trouble de stress post-traumatique, l'évitement. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour que ne vous reviennent pas ces images intrusives. Et donc, vous n'allez plus dans les salles de spectacle, bien entendu, dans les restaurants, vous n'allez plus dans les transports en commun. Pendant des mois, ceux qu'on a interviewés, surtout la première fois, mais la majorité n'avait pas encore repris les transports en commun, la peur de la foule. Bon, et ça, ce sont des signes, évidemment, d'une pathologie. C'est une pathologie, et une pathologie de la mémoire, d'où l'intérêt de travailler là-dessus. Et puis, dans la mesure où c'est un événement traumatique, non seulement pour des individus, mais pour la société dans son ensemble, voir comment ça s'articule entre l'individu et le collectif, comment la personne traumatisée va aussi travailler dans l'interaction avec le grand récit porté par la mémoire collective, et comment eux-mêmes vont contribuer à la construction de ce grand récit. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est, bon, vous êtes historien, on l'a dit, vous êtes en train d'analyser une histoire qui est assez récente. J'ai presque envie de dire une histoire du présent, du temps présent. Est-ce que vous trouvez des similitudes avec notamment ce que vous avez étudié pour la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a des similitudes sur le traumatisme avéré pendant la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'il n'y en a pas, ou est-ce qu'on est sur un autre champ, un autre narratif? Sauf que j'ai un problème. Si j'avais eu la chance de disposer d'entretiens enregistrés en 1946, en 1948, en 1951, en 1955, ou 1956, je veux dire, oui, là je pourrais dire, et puis si en parallèle j'avais pu travailler sur le trouble de stress post-traumatique, qui n'a pas été découvert à ce moment-là, mais dans les années 80, donc oui, je pourrais vous dire, oui, je peux comparer. Je ne peux pas comparer, mais c'est évidemment de même nature. À condition que on prenne conscience de la singularité du 13 novembre par rapport à ce que nous racontent les témoins de la Deuxième Guerre mondiale ou les acteurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est du temps long. Je dirais que c'est du pluritraumatisme.
c'est ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique complexes. C'est un peu d'ailleurs, y compris aujourd'hui, les violences sexuelles faites contre les enfants pendant des années, c'est un traumatisme complexe de longue durée. Là, on est face à un choc qui concerne des personnes qui avaient leur vie tranquille, avec des hauts, des bas, et tout d'un coup, ils sont confrontés à cet événement exceptionnel qui va durer entre 3 minutes et 3 heures. Oui. Et donc cette singularité-là donne aussi des résultats passionnants parce qu'on voit véritablement, on peut repérer l'impact d'un événement traumatique sur les individus et leur cerveau et sur une société. Et comment ça s'inscrit dans la durée. Parce que la singularité, vous posiez très bien la question, la singularité de cette affaire, c'est qu'on les suit sur 10 ans. Oui. Et donc on va essayer de voir comment évolue et la mémoire individuelle et puis la trace dans la société française de ce souvenir quand même assez extraordinaire sur 10 ans. Bon, on ne l'a pas fait exprès, c'est une première mondiale, c'est comme ça. Bon, oui. Dans l'approche transdisciplinaire. Cocorico. Bon, si vous voulez, mais en transdisciplinaire aussi, on a l'habitude des sondages d'opinion tout le temps. Mais on n'a jamais fait ce qu'on a fait nous en parallèle, c'est-à-dire pour comprendre la mémoire collective, pour l'approcher, des sondages faits avec le CREDOC, 8 fois depuis 2016, et on va encore le faire en 2026, donc une dizaine de fois, mais là déjà on a les résultats entre 2016 et 2024 déjà, et on voit l'évolution de la mémoire française du 13 novembre. Et ça c'est absolument passionnant. Évidemment. J'imagine. Oui, parce que je pensais effectivement, vous disiez que la particularité de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on était sur du temps long. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on était peut-être plus résilient, on avait intégré la composante, comment dire, terreur, enfin guerre, violence, meurtre, etc., comme faisant partie du quotidien des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas pour quelque chose de traumatisant dans un temps assez court. Je ne suis pas sûr, parce que je vais faire un peu d'égo-histoire. Mes parents étaient résistants, ont été déportés comme résistants. Bon, ils se sont reconstruits après la guerre, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, quand vous rentrez à la maison à pas d'heure et que vous entendez votre père qui, en théorie, dort, mais qui pousse des hurlements qui viennent d'ici, pas de la bouche, mais vraiment de la poitrine, c'est effrayant, même si on ne va pas en voir de traces en dehors de, de ces cauchemars-là, mais ces cauchemars sont évidemment la trace d'un traumatisme qui est né dans les camps. Oui, oui. Mais il est vrai aussi, Denis Péchanski, qu'on parle aujourd'hui plus de la notion de résilience, aujourd'hui, qui a pris sa place dans le narratif en France, et qui aujourd'hui dit quelque chose de notre société, et notamment des individus qui la composent, à savoir que aujourd'hui, face à l'innommable, cette violence de guerre en temps de paix, le terrorisme, aujourd'hui, comment la gérer autrement que par la résilience, que par une certaine conception? Et est-ce que les études que vous faites actuellement, les analyses que vous en avez déduites, ne vous ramènent pas à la nécessité d'être résilient, parce que sinon, nous n'avons pas d'autres armes que la résilience. Et comment la résilience s'inscrit-elle? On ne peut pas donner un ordre, si je puis dire, en disant « Allez, maintenant, vous devez être résilient ». Nous, on essaye de voir comment ça évolue et effectivement, comment éventuellement des individus sont résilients, c'est-à-dire ne sont plus touchés par un trouble de stress post-traumatique. Parce que nous, ça fait donc maintenant presque 10 ans qu'on les suit. Il y en a qui vont pas bien encore aujourd'hui. C'est quand même de se dire que cet acte-là encore les marque et que de façon récurrente, quand vous avez un attentat à l'étranger, ça retentit. Évidemment, ça réveille ce souvenir, et quelquefois ça réveille un trouble de stress post-traumatique qui avait disparu. Donc on comprend bien que ce travail-là est à la fois un travail individuel et un travail collectif. Vous voulez un exemple? Pour le travail collectif, la mémoire des lieux du 13 novembre. L'une des questions qu'on pose dans tous nos sondages, c'est est-ce que vous pouvez nous donner les lieux de ces attentats du 13 novembre. Eh bien, en
En 2016, donc quelques mois après les attentats, quand on a lancé notre travail, en 2016, on avait une réponse, évidemment le Bataclan très haut, 80%, puisqu'on pouvait donner plusieurs réponses, Oui. mais Stade de France et les terrasses, c'était autour de 45-43%. Oui. 2 ans plus tard, tout le monde baisse, bien sûr, donc Bataclan doit être à 65%, mais terrasses et Stade de France, on était à 19 et 16. Donc, vous imaginez, pour les rescapés des terrasses, pour les parents endeuillés qui ont perdu des gosses sur les... Enfin, des gosses, parce que c'est mon âge. Oui. Sur les terrasses, mais pour la famille de Dias au Stade de France, mais c'est la double peine. Parce que non seulement on a souffert ce qu'on a souffert, mais en plus, on sait qu'on nous oublie. Et donc, ça entretient la pathologie. Et c'est là où notre responsabilité est essentielle. Si on oublie de commémorer tous les lieux, on va entretenir la pathologie individuelle. Si on oublie de commémorer les autres actes terroristes, et je pense à Nice, par exemple, le 14 juillet, c'était l'horreur absolue, les massacres de gosses. Enfin, vraiment, c'était un attentat qui a énormément marqué. Au début, la première fois qu'on fait les entretiens, bon, pas la première fois, parce qu'on les a fait si, on voit surgir le 14 juillet, mais le premier sondage, où on interroge là l'ensemble des Français, avec le Crédoc, donc en janvier, le mois de janvier qui suit, on a 45% qui citent Nice parmi les attentats terroristes qui les ont le plus marqués depuis l'an 2000. Alors loin, déjà, du 13 novembre qui était à 80%, et du 11 septembre, et puis même les attentats de janvier. Déjà, ça partait de plus bas. Mais 2 ans plus tard, ils sont à 17%. Et encore, 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, ils sont à 7%. Au moment de quoi? Au moment des procès. Voilà. Et là, on touche du doigt un point important, c'est que le travail autour du 13 novembre, pour la société française, a été facilité par cette procédure judiciairo-policière qui a abouti au procès, un procès extraordinaire, puisqu'il a duré 10 mois, en 21-22, entre septembre 21 et juin 22, et qu'on a eu des journalistes qui ont fait superbement leur boulot. Ils ont renvoyé régulièrement, évidemment, le récit qu'ils reconstruisaient, et qui, au passage, était reconstruit à partir de quoi? Des témoignages individuels. Et ils construisaient un grand récit qu'ils vont transmettre via les médias à la société française, et donc participer à la construction d'une mémoire collective. Et on touche du doigt, finalement, à travers le procès, sur la dialectique qui est au cœur de notre programme entre mémoire individuelle et mémoire collective. Parce que cette mémoire collective allait être la mémoire individuelle de chacun des Français, avec évidemment des différences. Mais, donc cette dialectique-là est tout à fait intéressante, mais justement ce procès a eu un tel impact, un tel écho, que dans les sondages qui ont suivi, on a vu remonter la place du 13 novembre dans les attentats terroristes qui ont le plus marqué depuis... Alors, je vais peut-être me faire... Alors que pour Nice, comme le procès a été aussi raté que le reste, voilà. D'accord. C'est fini. Alors, vous semblez dire que le fait de rappeler au travers des médias, au travers de la presse, cette mémoire, ça participe à la reconstruction, en tout cas à la réparation, à quelque chose, au travers peut-être aussi de la vérité, et la justice en fait également partie, mais n'y a-t-il pas aussi un risque de ressassement, de remontrer des images qui peuvent elles aussi produire peut-être plus de traumatisme que de mieux-être pour quelqu'un qui subit justement... Vous pointez du doigt une question que je posais régulièrement dans les chaînes d'information, parce que sur le 13 novembre, on va dire que ça a pour le moins flotté, c'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable de dire où se trouvent les
les victimes quand les terroristes sont encore en action. Il n'est pas indispensable dans le cas de Nice, quand une journaliste de France Télé, qu'on voit au milieu de la nuit, là, qui tend son micro, il y a un père de famille écroulé, mais effondré, et à côté, il y a sa femme qui est morte, il y a son gosse qui est mort. Comment ça va? Oui. Bon, alors ça, oui, mais ça, ils sont prêts à tout à fait le reconnaître. Donc, il y a eu un effort de fait. Mais là où j'ai pointé quelque chose qu'ils n'avaient pas en tête, c'est que le fait de remontrer de façon récurrente les mêmes images, Oui. c'était évidemment un facteur de ressassement, Oui. une sorte de reproduction du ressassement qui est caractéristique du trouble de stress post-traumatique. Alors les gens ne développent pas un trouble à cause de ça, Oui. et encore, ça peut réveiller les troubles anciens, et là, ça réactive, mais surtout, ça développe des pathologies très proches. Donc là, les médias doivent être effectivement très vigilantes dans la façon dont ils présentent, parce que vous devez être comme moi, quand on était confronté au 13 novembre, on a regardé la télé, et puis on attendait, il y avait les images qui passaient en boucle, et on se disait, mais, et alors, et on attendait 5 minutes, et on avait de nouvelles images, et ainsi de suite. Et évidemment, ça, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. On voit bien un petit peu. Il faut donner des clés d'analyse, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Justement, en quoi cette recherche que vous avez produite peut-elle aider, je dirais, une fois que vous aurez rendu votre rapport, peut-elle aider les institutions, les enseignants, les soignants, peut-être même les services d'intervention, les policiers peut-être, à mieux comprendre ce que vivent les victimes et la société? Comment tout ça peut-il Pour les individus, je vais vous donner un exemple, parce qu'on a beaucoup avancé dans des travaux en neuroscientifiques là, autour du trouble de stress post-traumatique. Et comme on a repris les mêmes à 2 ans d'écart, et encore donc à 5 ans, hein, on a suivi le même protocole que pour l'étude 1000, donc l'étude, les 1000 entretiens qu'on a fait, l'étude biomédicale a suivi le même principe avec 200 personnes, et les gens sont revenus parce qu'ils ont confiance, confiance dans la science en particulier. Bon. Eh bien, c'est bon signe. C'est plutôt bien, ouais. Et ils sont revenus, mais comme ils sont revenus, on peut voir les évolutions. Oui. Et quand on voit les évolutions, là, on a fait un article, on a sorti un article en janvier dernier, l'équipe de Caen, là, sur l'évolution du trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'on avait? Parce que c'est la singularité et la richesse de notre affaire. Au début, on avait 3 groupes. C'est-à-dire qu'on avait, d'habitude, hein, en neurosciences, une étude biomédicale, vous avez le groupe des pathologiques, hein, groupe, bon, et un groupe contrôle, pour être sûr que ce qu'on conclut du premier, c'est vraiment une différence par rapport à un groupe contrôle. Mais là, on a 3 groupes. Parce qu'on a les exposés, mais qui, quand ils viennent, ont un trouble de stress post-traumatique au moment où il se passe une imagerie cérébrale. C'est l'un des examens, le plus long d'ailleurs. Mais on a aussi ceux qui ont été exposés, mais qui n'ont plus, ou qui n'ont jamais eu de trouble de stress post-traumatique. Et on a le groupe contrôle. Donc ça nous fait 3 groupes. Et on voit comment ça se passe en imagerie cérébrale déjà. Ça nous donne un indice. Et en particulier, ce qui est clé, c'est la capacité du cortex préfrontal, qui est une sorte de tour de contrôle, et qui régule les fonctions cognitives intérieures au cerveau, comme l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Ou les amygdales, enfin celles-là, je ne vous conseille pas de les enlever. Hein. Non, ce n'est pas les mêmes. Ne touchez pas. Hein. Mais l'amygdale, qui est la zone des émotions. Et on s'aperçoit que pour ceux qui ont toujours un trouble de stress post-traumatique, et c'est ce qu'on prouve, nous, là, concrètement, le cortex préfrontal ne contrôle plus les fonctions cognitives. C'est comme si elles tournaient sur elles-mêmes. Et ça a été un gros papier sorti dans Science en 2020. Mais l'intérêt, c'est que 2 ans plus tard, on les a tous retrouvés, parce qu'ils sont tous revenus. 90%, c'est vous dire. C'est exceptionnel, un retour à 90%. Eh bien, pour ceux qui sont revenus, on n'avait plus 3 groupes, mais 4 groupes, parce que se rajoutaient ceux qui avaient un trouble de stress post-traumatique en 2016-17, mais qui n'avaient plus 2 ans plus tard. Donc ça nous permettait de voir, alors,
comment ça évolue quand on se reprend, on guérit. Et j'ai pu me tourner vers ceux qui n'allaient pas bien. Et je leur ai dit, écoute, il y a des liens très forts qui sont, bon, ça peu importe, mais des liens très forts qui sont tissés avec eux. Et je leur ai dit, écoute, si jamais tu arrives à guérir, il y a des protocoles de guérison, bon, si tu arrives à guérir, sache que c'est pas foutu là-dedans. Parce que ce qu'on a prouvé dans l'article de janvier dernier, c'est que on a les capacités de contrôle par le cortex préfrontal qui se remettent à marcher chez des personnes qui n'ont plus de troubles de stress post-traumatique. Et en plus, ils retrouvent, alors c'est un peu technique, mais la volumétrie hippocampique, c'est-à-dire que c'est un indicateur de mémoire en quelque sorte. On s'apercevait que le groupe de ceux qui avaient un trouble de stress post-traumatique, au début, il y avait un décrochage par rapport à ceux qui soit étaient guéris, soit étaient, bon, comme tout à chacun, en dehors de ceux qui étaient exposés. Eh bien, 2 ans plus tard, ceux qui sont guéris, qui sont résilients, ils retrouvent les mécanismes de contrôle et en plus, la volumétrie hippocampique, à minima, est stabilisée et même commence, on sent bien, grâce à la plasticité cérébrale qui est c'est exceptionnel. Le cerveau a la capacité à se reconstituer. Il retrouve au fur et à mesure, peu à peu, la volumétrie hippocampique antérieure, alors que ceux qui continuent à avoir un trouble de stress post-traumatique, ça décroche. Alors dites-moi, Denis Péchanski, c'est super intéressant, mais ça, je ne suis pas surpris. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez été grandi par cette aventure humaine. Enfin, on sait que vous avez pas mal publié, vous avez beaucoup travaillé notamment sur la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai envie de vous dire, vous avez commencé cette aventure il y a de cela déjà une dizaine d'années, et aujourd'hui, avec tout ce que vous avez, alors, parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'humain. Vous dites que le lien que vous avez pu tisser avec certaines personnes n'est pas... Alors, c'est vrai que vous avez une particularité pour communiquer facilement avec les gens, mais qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel et sur votre mémoire, et je dirais presque intime, de ce que vous avez au travers de vos rencontres? Mais on ne sort pas indemne. Hein. On sort pas indemne. On ne sort pas du tout indemne de ces... Quand on fait des entretiens de victimes, déjà c'est très difficile. Ils ont des fractures de partout, les gosses qui viennent, les jeunes là, y compris du cerveau, en image, si je puis dire. Bon. Mais vous avez les parents endeuillés. Et là, c'est la fracture, elle est là. Bon. Et les parents endeuillés, on a été alertés au début parce que une maman est venue et c'était face à une jeune sociologue de 30 ans ou 35 ans. Elle s'assied, parce qu'on fait toujours les entretiens avec le même cadre. Bon. C'est fou ce que vous me rappelez, ma fille. Ouf, alors là, c'est foutu. Évidemment. C'est fini. Évidemment. Et donc, à partir de là, on s'est dit, OK, là, on mobilise. Et donc, des gens de mon âge, ou des gens à peu près de mon âge, je me souviens, pour l'anecdote, Patricia, qui a perdu sa fille unique au Bataclan, je fais l'entretien avec elle. Et à la fin, en sortant, c'était très, très dur. Bon. Et à la fin, en sortant, je lui dis... je lui explique ça, je lui ai dit, ben voilà, c'est plutôt moi qui l'ai fait parce qu'on pensait que vous avez perdu votre fille et donc c'était mieux parce que vous deviez vous dire que moi j'étais en situation de comprendre puisque j'avais des enfants de l'âge de votre fille. Il m'a dit, ouais, j'aurais pas dit la même chose à des jeunes, ça c'est sûr. Je dis, oui, ça j'ai compris, oui. Donc il y a aussi une aventure humaine. Oui, et puis après, hein, quand elle remplit la fiche socio-démographique, et qu'elle se tourne vers moi, elle me dit Denis, nombre d'enfants, je mets quoi Alors je lui dis vous mettez 1, il est toujours là, non? Oui, c'est ça. Il dit ouais, je voulais faire. Bon, je veux dire, après, vous avez le week-end derrière. Bien sûr. Mais non, mais il faut comprendre ça. Et puis il faut comprendre que quand vous avez un policier, parce qu'on parle des victimes, on parle des parents, mais on avait aussi des policiers qui sont venus par dizaines, près d'une centaine de policiers sont venus. Bon, vous avez un des commissaires rentrés au Bataclan, pour prendre cet exemple, et qui s'assied et dit, bon, commence l'entretien, il dit, mais est-ce que je peux rentrer dans les détails? Première question, pouvez-vous me raconter le 13 novembre? Oui. Est-ce que je peux rentrer dans les détails?
Je dis, mais prenez tout le temps que vous voulez, puisque notre principe, c'est même de ne pas arrêter les personnes. Je rappelle que c'est le policier qui a fait usage de son arme, qui a neutralisé... Ah, c'est un autre, non, c'est un autre. C'est un autre encore? C'est encore un autre. Ah, d'accord. Et donc, il est rentré après, et donc il dit, est-ce que je peux rentrer dans les détails? Je dis, mais vous avez tout votre temps. Ça va être glauque. Mais nous sommes des professionnels. Et là, on s'accroche à la table. C'est tout. Parce qu'il raconte des trucs. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, on ne sort pas indemne, que si vous faites une étude sur la consommation de bière à Belleville, vous apercevrez qu'il y a un pic à chaque fois qu'il y a en 2016, 2018, 2021, parce que la meilleure façon de nous-mêmes, dépasser, pas moi, parce que je ne l'ai pas, c'est plus de mon âge, mais les jeunes qui se retrouvaient, qui discutaient entre eux, qui débriefaient entre eux, c'est la seule façon vraiment de se confronter à cet obstacle-là. C'est une vraie aventure humaine, c'est pas simplement de la recherche. D'accord. Alors moi, je voudrais vous poser une dernière question. On y passerait bien sûr des heures, vous le savez bien. Entre nous, Denis Péchanski, que nous dit ce programme au fond? Que signifie faire mémoire dans une démocratie au final? Alors faire mémoire dans une démocratie, pour moi, ça doit participer à la reconstruction d'une forme d'identité collective, nationale et sociale. Pour reprendre le thème de votre émission, c'est faire nation. Si on veut vraiment sortir d'un événement traumatique, il faut qu'on arrive à participer ensemble à la construction d'un grand récit partagé. Et non pas à un repli de chacun des groupes ou chacun des individus qui se trouvent ainsi isolés et en face d'une société pris comme un ennemi, en quelque sorte. On est confronté à cette société alors même qu'on est composante de cette société. Ni repli sur soi, ni repli sur une communauté, mais partage d'une expérience traumatique pour aider aussi à une construction positive. Merci beaucoup Denis Péchanski pour cet échange profond sur la mémoire, les blessures et les ressources d'une société face à l'épreuve. Avec vous, nous avons compris que la mémoire n'est jamais figée. Vous l'avez rappelé, elle évolue, elle se partage, elle s'oublie aussi parfois, mais elle peut aussi être un levier pour reconstruire du commun. Alors, je rappelle que vous co-dirigez avec Francis Eustache le programme 13 novembre et que vos travaux font l'objet de nombreuses publications, expositions et documentaires. Et j'en finirai par vous publier chez Flammarion Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015. Faire nation, c'est aussi cela, faire vivre une mémoire active qui éclaire le présent sans enfermer dans le passé. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute fidèle. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Nouvelles Voix et toujours la même envie, comprendre ensemble ce qui nous relie. Et d'ici là, prenez soin de vous.